Salut, c'est Lucky Love et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Je suis né à Roubaix un jour d'été, le 4 août. J'ai grandi entre Lille et Bruxelles dans une famille monoparentale puisque j'ai grandi avec ma maman et puis ma grande sœur et mes tantes. Et ma famille, c'était à peu près ça. J'ai grandi entouré de femmes maghrébines, dans une forme de matriarcat, rempli d'amour, de joie et de force. J'ai dû m'incliner face à la force des femmes qui m'ont fait grandir. Ça a été une enfance assez joyeuse. Et du coup, j'ai pu observer dans mon enfance et mon adolescence des personnages très humains, très réels. Lille, par exemple, culturellement, c'est une ville extrêmement intéressante. Du coup, j'ai grandi baigné de culture et puis après de musique électronique et de rave belge. C'est ça qui m'a fait grandir, ouais. J'ai reçu une éducation catholique et je crois que mon premier contact vraiment à une iconographie qui m'impressionnait, c'était dans les églises. J'étais amoureux des vitraux et je trouvais vraiment l'esthétique catholique incroyable. Je trouvais les églises magnifiques, la robe des prêtres. Je trouvais ça tellement noble que j'avais envie d'en être. Puis je pense que depuis que je suis tout petit, j'ai une vraie spiritualité. Et du coup, j'avais envie de donner ma vie à Dieu. Au final, j'ai fini par la donner à la musique et à l'amour et certainement pas à Dieu. Et puis je pense que j'ai déconstruit ma figure de Dieu, en tout cas celle de mon éducation, pour me construire ma propre spiritualité. Et puis moi maintenant, c'est l'univers en quel je crois. Je crois que le divin, c'est ici et maintenant. Je suis né avec une différence plus qu'un handicap. Je crois qu'un handicap, le mot me dérange juste pas pour faire du positivisme un peu à la mort moelleux, c'est pas l'idée. C'est simplement que c'est pas comme ça que je le ressens parce que comme je l'ai pas connu mon bras, j'ai pas de bras gauche, je l'ai pas connu donc du coup j'ai pas de handicap parce que j'ai rien connu d'autre. J'ai pas d'autre réalité. Je pense que pour une personne qui a perdu son bras, c'est un handicap. Pour moi, ça l'est pas. Et du coup, c'est ça qui est drôle, c'est que en disant ça, tu te rends compte que finalement, le handicap, il est posé par les autres et pas par toi-même. Dans mon cas, c'est pas un handicap du tout. Je suis juste né avec un bras en moins, ouais. On a souvent la manie de glorifier l'enfance et de faire de la figure enfantine quelque chose de très innocent. Mais je pense que l'enfant peut être aussi très cruel. Et moi, j'ai connu cette enfance-là, en tout cas. Les enfants étaient pas cool, pas sympas avec moi. Mais d'un côté, c'est aussi ça qui m'a amené vers les livres. En fait, je pense que rien n'arrive au hasard. Et les livres, c'était ma première parade dans la cour de récré. Parce que quand tu lis un bouquin, personne vient t'embêter. Parce qu'on se dit, ok, c'est un nerd qui est en train de lire son bouquin. T'es juste un intello. Et ça me permettait de sortir de ma condition justement de freak et de devenir juste un intello. Et puis, je suis tombé amoureux de la littérature avec mon premier livre qui s'appelle Love Story. J'ai 10 ans. Et je vis cette histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre dans la cour de récré et que j'ouvre le livre, je vis dans ce livre. C'est-à-dire que vraiment, je suis les personnages du livre et ça me réconforte tant d'enfin trouver un endroit safe comme ça que du coup, je vais faire que dévorer des bouquins pendant les 10 années qui suivront. C'est mon premier refuge, la littérature. Et dans l'enfance, j'avais du coup avec moi la littérature, les livres et puis la danse. Que j'ai commencé à 5 ans et j'ai dansé jusqu'à 14 ans au Centre chorégraphique national dirigé par Caroline Carlson à l'époque. C'est comme ça d'ailleurs que je vais comprendre que mon corps doit être au service d'idées. Parce que Caroline Carlson, c'est la première personne qui voit en moi une possibilité. Plutôt que de voir des figures ratées, des figures classiques ratées quand je faisais des portées, elle y a vu des figures réussies et novatrices de contemporains. Et donc, c'est la première personne à avoir donné un sens à mon bras. Alors au Centre chorégraphique national, comme c'est une formation professionnalisante, tu touches à toutes les formes de danse. La plus importante, c'est le ballet, bien évidemment, la danse classique. Et moi, j'ai une éducation féminine à la danse classique parce qu'on savait pas si j'allais pouvoir faire des portées. Et donc, du coup, j'ai porté des pointes. Et j'ai appris à danser et comme une fille et comme un garçon. Et puis, il y a du contemporain. Tu fais aussi ce qu'on appelle les stages, qui sont des stages de plusieurs mois, en intensif. Moi, j'étais fasciné par le tango. Du coup, j'ai fait tango. J'ai fait beaucoup à l'époque, ils appelaient ça street dance. J'adore. Aujourd'hui, ça fait vieillot quand tu dis ça. J'ai l'impression d'avoir 40 balais quand je raconte. Je faisais ça et puis on touchait vraiment à tout. Tu fais modern jazz
Et j'adore me servir de ça aujourd'hui dans mon esthétique de danse. Je me sers beaucoup du modern jazz. Et puis après ça, moi je me suis intéressé beaucoup au contemporain parce que c'était ce qui était prédéterminé pour moi. C'est là où je me sentais le plus libre. Pour moi, c'est la danse du sentiment. Là où le ballet, c'est une danse compétitive de figures. En fait, quand on est à l'extérieur d'un ballet, on a l'impression que c'est une poésie un peu enchantée, alors qu'en réalité, c'est qu'un enchaînement de figures extrêmement difficiles à réaliser, qui font mal au corps. Et je vois ça un peu comme le pole dance. Je me sens que j'avais fait beaucoup de pole dance aussi et j'adorais ça parce que c'est une discipline qui demande beaucoup de gainage et je trouve ça super élégant. Mais d'un côté, c'est un peu le lien justement avec le ballet, c'est qu'en fait, tu souffres et tu souris. Ça, j'avais vraiment du mal avec le ballet à la fin, j'y arrivais plus, quoi. Alors que la danse contemporaine, au contraire, tu peux aussi créer des mouvements qui sont beaux parce qu'ils font du bien à ton corps, parce que j'adorais ça. J'adore toujours ça. Danser, de toute façon, pour moi, c'est vraiment... je me réveille tous les matins en dansant, hein, et je dis pas ça, c'est vrai. Genre, je mets de la musique, et j'ai des très grands miroirs chez moi, comme dans des cours de danse, quoi. Et je danse, c'est mon étirement à moi. Je m'étire entre deux, et puis je danse, je m'étire, je danse. Ça m'arrive souvent. Donc voilà, la danse, la danse, quoi. Et ça fait toujours partie de moi, c'est toujours présent dans mes clips. Je danserai pour toujours. Je suis un garçon qui, parce qu'il est né sans bras gauche, était déjà habitué au rejet, à l'exclusion, tout ça. Et donc, j'en avais plus très peur. Puisque j'étais en marge de par ma naissance. Donc, quand j'ai découvert mon attirance pour les garçons, déjà, je crois que j'ai découvert de la même manière que mon bras, parce que les gens me le faisaient remarquer, parce que j'étais trop féminin, tout ça. Et donc, en fait, c'était presque évident que je sois pédé. On m'a pas laissé le choix. Et d'ailleurs, j'ai découvert très tard, du coup, que j'aimais aussi les filles, parce que je me l'étais jamais autorisé. J'ai découvert à 27 ans, finalement, que je pouvais aussi aimer des femmes et faire l'amour avec des femmes, et que c'était vraiment quelque chose que j'ignorais totalement, parce que très tôt, on m'avait mis dans cette case et que je me suis pas posé la question. Je me suis dit, ah ok, ils ont raison, quoi. Et du coup, très vite, je l'ai assumé. Puis j'ai eu mes premiers vrais petits copains, tout ça. Ça a été un problème d'abord pour ma maman. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça l'a pas été longtemps et que le jour de mes 24 ans, elle m'a appelé et puis elle m'a remercié parce que de par sa culture et son éducation, elle avait pas, disons, tous les outils de compréhension pour me comprendre et comprendre ce que je traversais. Et par amour pour son fils, elle a fait le taf. C'est-à-dire qu'elle est allée vraiment se renseigner pour ne plus avoir peur, pour ne plus être inquiète pour moi et pour réellement me comprendre. Et du coup, elle a appris des choses qui lui ont fait du bien. Et elle m'a dit, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai un peu grandi. Et du coup, j'ai toujours eu une histoire de résilience avec ma sexualité. Donc au début, il y a eu des réactions, mais ça m'est vite passé au-dessus pour être tout à fait honnête. Mais j'ai fait des trucs fous. Je sais pas, genre mon premier lycée, ça s'appelait Saint-Paul. Big up à ce prof que j'ai dû choquer, je pense. J'ai 15 ans et je fais venir mon petit copain devant la grosse école catho. Et là, devant tous les surveillants, je lui roule une grosse pelle. Il a convoqué ma mère, il a dit que pour la réputation de l'établissement, c'était pas possible. Et du coup, c'était super. J'ai pu m'en aller et m'affirmer davantage encore. Puis ensuite, j'ai été envoyé à Notre-Dame de Sion. Alors, je sais pas si t'as vu les choristes, mais c'est la même chose. C'est fond de l'étang. Tu dors dans une chambre où il y a un crucifix au-dessus de ta tête. C'était assez fou. Je sais pas à quel point je peux le dire, mais en fait, faut imaginer une grande pièce. Le dortoir, faut imaginer une très grande pièce dans laquelle il y a une case en bois qui est séparée en plein de petites cases en bois. Et ces petites cases en bois, c'est nos chambres. Et en fait, comme porte, on a juste un rideau. Et du coup, on n'a pas de toit au-dessus de nos chambres. Et donc, on entend tout ce que les voisins font et tout. Et il faut imaginer être un jeune garçon un peu efféminé, homosexuel et avec un bras en moins, à l'épicentre de la masculinité toxique de l'adolescence. Dans un dortoir, quoi. De gamins de 16 à 18 ans. J'ai voulu m'enfuir aussi. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé en sport. Ça, c'était incroyable. Je crois que c'est un de mes plus grands exploits. J'ai simulé une chute en sport. Et du coup, on court 300 mètres. On devait faire 1 kilomètre. Puis au bout de 300 mètres, je fais semblant de me fouler la cheville. Et c'est là qu'est née ma carrière d'acteur, je crois d'ailleurs. Le prof de sport vient. Et puis, il check ma cheville. Elle a strictement rien. Et je hurle à la mort. Vraiment, je me dis, la seule solution pour qu'il t'emmène à l'hosto et pour que tu sortes de cette école, c'est que tu hurles à la mort, quoi qu'il arrive. Et du coup, dès qu'il me touchait, je hurlais à la mort. Puis j'arrive aux urgences, ils me font une radio, ils trouvent rien. Mais je continue à hurler. Quoi qu'il arrive, je ne démords pas. Jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher. Et à 23h, elle arrive. Et donc, elle me met dans un fauteuil roulant et tout. On re-rentre, du coup, à Lille. Et en sortant de la voiture, je marche comme ça, très fièrement. Et je la regarde et je lui dis, plus jamais j'irai là-bas. Ça, c'est une de mes évasions les plus épiques.
J'ai fait plein de trucs comme ça, et puis voilà. Et puis à un moment, ils ont dû abdiquer, quoi. Le dernier lycée, c'était le lycée Fénelon, dans lequel j'ai été. Et là, pour le coup, c'était l'absentéisme. Là, j'y allais pas. Et tout ça, c'était en une année. Puis, on est au lendemain de toutes ces aventures du lycée. Et puis, en fait, je suis allé faire le concours en cachette de Saint-Luc. Et il faut prendre un train. Parce que du coup, Saint-Luc, c'est une école d'art qui est divisée en deux parties. Il y a une école d'art supérieure qui est à Bruxelles. Et il y a la partie, ce qu'on appelle secondaire en Belgique, qui est du coup le lycée, qui lui se trouve à Tournai, à 20 minutes de Bruxelles. Et ce même Tournai est à 30 minutes de Lille, d'où je suis originaire. Et donc, je prends un train, je vais au concours, je passe le concours. 3 jours après, je reçois le courrier à la maison pour mon admission, avec les félicitations du jury. Et du coup, je le pointe devant ma mère et puis je lui dis, voilà, regarde, tu vois, il est marqué félicitations, bordel. Je dis, faut que j'y aille, tu vois. Et elle voulait pas, elle pensait que c'était une école de junkies, elle trouvait ça trop libertaire comme éducation. Puis finalement, elle a compris qu'elle avait pas le choix, que ce serait ça ou rien, quoi, que vraiment je démordrais pas. Et du coup, là, t'es au stade où en fait, ma mère, elle se dit, oh là là, mais en fait, c'est soit ça, soit il va finir déscolarisé parce qu'en fait, il tient dans aucune école. Et donc voilà, j'ai pu aller faire de l'art. Ça, c'était génial. Là, ça deviendra différent parce que là, première fois que je rencontrerai un cercle social avec qui je me sens bien. Et puis ensuite, je me mets à vouloir m'intéresser surtout à la mode parce que je suis adolescent et que un jour, je décide de couper un de mes Levi's et d'en faire un pom-pom short, vraiment un mini short. Et je m'achète des Doc Martens avec la carte bleue de ma mère en scred. Et donc je m'achète des Doc Martens, je mets le pom-pom short et un t-shirt des Ramones. Mais première fois que le regard change et que dans la rue on me regarde plus parce qu'on est choqué par mon short que par mon bras. Et là je réalise le pouvoir de la mode. Je réalise que grâce aux vêtements, je vais pouvoir sortir de ma condition. Choisir pourquoi on me regarde. Choisir le regard plutôt que de le subir. Et c'est là que la mode fait sa grande entrée dans ma vie. Et à ce moment-là, faut imaginer que John Galliano, il est chez Dior. Et que moi, je m'achète les Vogue collections, où t'as toutes les collections comme ça, non? Et je fantasme sur toutes les collections de Galliano parce que c'est des grands spectacles monstrueux. La mode, à l'époque, ils ont tellement d'argent, et ils font des scénographies monstrueuses. Et du coup, je me dis, ok, il faut que j'apprenne à dessiner pour apprendre à dessiner des vêtements. Je vais à Saint-Luc pour ça. J'y allais pour la mode, finalement. Bon, je suis devenu vraiment plasticien. Mais, ouais, l'idée à la base, c'était la mode, ouais. Et puis, une fois que je suis arrivé là-bas, c'est vraiment un endroit magnifique pour moi. C'est en ça que je voudrais aussi vraiment le dire, le système éducatif français, il est vraiment difficile. Parce qu'une fois qu'on a connu un autre pays comme la Belgique et que j'étais face à des professeurs qui me considéraient comme un individu, il n'y avait pas d'idée d'autorité. On était là pour une passation de savoir. Et du coup, il y a une situation très respectueuse et donc forcément que t'as pas envie d'être insolent ou parce qu'en réalité le mec est là, il est là pour toi et ça tu le sais et ça qui est magnifique et même j'ai eu des histoires d'amitié avec mes profs quoi, vraiment mon prof de fusain Jean-Marie Vandesoit, aujourd'hui il a 74 ans et c'est toujours mon ami. C'est vraiment une école où tout est remis en question parce que c'est un âge aussi où t'as tant besoin de t'exprimer et où la société en général t'interdit de le faire et là t'es dans un endroit qui te dit vas-y exprime-toi, on te donne tous les outils pour. Et en plus, moi, j'étais dans une section qui s'appelle la section art conceptuel, qui vise du coup à obtenir un diplôme de plasticien. Et donc, tu touches à tous les médiums. J'ai autant dessiné que sculpté, que fait des films. Et c'est des ateliers de jury, donc t'as pas de notes, on n'est pas noté. On fait des jurys tous les 6 mois et on est responsabilisé comme un artiste, quoi. On essaye de trouver une démarche dès 15 ans. Et c'est ça que je trouvais fascinant. Et puis, il faut imaginer à 15 ans être dans un parc autour d'une école qui ressemble à Poudlard. Puis je sais pas, c'est l'école de la vie en même temps. Parce que justement, c'est aussi une école où il y a une section ébénisterie, qui est un peu la seule section rustre de l'école. C'est un peu les seuls qui te rappellent la cour de lycée que t'as quitté. Et eux, justement, ont voulu me victimiser au début. Et c'est là qu'intervient mon grand ami, Roméo Elvis. Et c'est comme ça que je le rencontre. Il se met devant la porte et il dit à ses gars, si vous voulez le faire chier, il faudra me faire chier moi aussi. Et c'est la première fois que j'ai une amitié avec un gars hétérosexuel. À cet âge-là, en fait, ça fait une vraie différence. C'est des gars qui me célébraient pas. Puis Roméo, c'est un gars avec une voix hyper grave. Il avait déjà cette voix à 15 ans. Donc c'était impressionnant. Je me disais, voilà, mais
il me défend vraiment, c'est ouf. J'avais jamais connu ça avant. Et du coup, j'ai connu la bienveillance là-bas. C'est aussi pour ça que ça a été une école de la vie pour moi. C'est que vraiment, j'ai découvert et la liberté, et l'expression, et en plus de ça, la camaraderie, quoi. Ça, c'était trop bien. Ouais. Et à partir du moment où je rentre là, j'ai plus besoin de refuge parce que je fais vraiment ce que je veux. Et l'adolescence, du coup, elle devient fun parce que pour la première fois, j'ai des amis. Et puis surtout, je me sens compris, je me sens accepté. Et cette école va bouleverser tout le reste, ouais. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la saison de Destin consacrée à Lucky Love. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview Anaïs Kopman. Production Anne-Cécile Kiry. Réalisation Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.